j'ai commencé à travailler, je crois, en 1971. Et il y avait des mouvements. La Bretagne est un mouvement assez mutualiste, on voit des mouvements qui sont nés, Leclerc, Intermarché, il y a eu beaucoup de coopératives de tous ordres. Et je pense que le breton, je ne sais pas où ça se loge dans les gènes du breton, voilà, d'être mutualiste. Et on voyait arriver déjà le grand succursalisme. Le grand succursalisme, donc je me suis interrogé assez tôt comment le commerce indépendant allait résister aux grands succursalistes. Et donc les choses se sont faites progressivement. J'ai monté un premier magasin à Saint-Brieuc, un grand magasin. Et voilà, dès ce moment-là, d'une manière totalement informelle et tout, on a mutualisé nos achats avec d'autres commerçants de Bretagne. Et puis bon, voilà, l'intuition, c'était on ne peut pas rester individuel comme ça face aux grandes marques, aux grandes enseignes. Et là, actuellement, malheur aux faibles, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, quoi. À cette époque-là, à la fin des années 70 et tout, voilà, l'horizon était la Bretagne, puis la France, puis on s'aperçoit que là, je dirais, on ne saura pas résister si on n'est pas au moins européen. Et voilà, aujourd'hui, nos grands concurrents mondiaux sont issus de l'Europe, hein, pour la plupart, hein. Des Espagnols, des Suédois, voilà. Et là, je veux dire que cette intuition, elle date d'il y a maintenant quasiment 40 ans. Effectivement, le groupe Beaumanoir est avant tout une société de services pour des commerçants indépendants. Voilà, nous avons toutes les technologies qui répondent aux besoins du commerce, tant sur les systèmes d'information que sur la logistique. Alors c'est en droit fil dans ce que je viens de dire. J'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent et à cette époque-là, il y avait une forme de désertification des petites villes de 15-20 000 habitants. La grande distribution, je dirais, avait attiré et tué les magasins d'art de la table, l'épicerie du coin. Donc à cette époque-là, je me suis adressé à des jeunes commerçants pauvres qui ne pouvaient pas aller dans les grandes villes. Donc on m'a dit que nombreuses années après, c'était génial d'aller dans les petites villes. C'était simplement la nécessité. Comme je n'avais pas un rond pour aller acheter des fonds de commerce à prix d'or dans les grands centres-villes, eh ben, c'est vrai qu'on a, avec des commerçants qui étaient pauvres, moi j'ai fait pendant 20 ans avec ma voiture, je faisais 100 000 km par an. J'ai dû faire pas loin de 2 millions de kilomètres. Et j'essayais de convaincre des gens qui avaient vraiment pignon sur rue, souvent des fils de bonnes familles bourgeoises, parce que bon, un commerçant dans les années 70 était un notable de la ville. Aujourd'hui, un petit commerçant n'est plus un notable, c'est comme ça. Donc à chaque fois, j'ai pris des portes dans le nez, hein, parce que c'était des gens qui étaient établis et qui ne pouvaient pas seulement imaginer que le monde était en train de changer. Donc mes premiers franchisés, un terme générique qui est un peu faux, mais mes premiers franchisés étaient des commerçants qui n'avaient pas de sous, qui faisaient eux-mêmes leur magasin parce qu'ils ne pouvaient pas payer les entreprises là. Et puis bon, avec nos systèmes d'information quand même, on était très précurseurs de ce côté-là. Sur la gestion des flux et des stocks, je dirais qu'il y avait quand même pas mal d'intelligence, pas de moi, hein, mais des gens qui travaillaient avec moi là-dessus. Donc on était vraiment au service de ces commerçants
qui avaient envie de s'enrichir, ils avaient la niaque, quoi. Ils avaient vraiment la niaque. C'était des gens qui travaillaient beaucoup. Voilà, donc le monde a un peu changé. Ceux-là, ils ont fait la fortune du gros beau manoir. J'ai fait la leur. Voilà, ils se sont un peu embourgeoisés. Et puis on pourra dire, comme on voit à peu près l'évolution d'un monde qui s'est, pareil, qui est en train de tomber, parce qu'il s'est un peu embourgeoisé. Et bon, vous connaissez la devise du groupe Beau Manoir. Il s'adresse à des jeunes comme vous, dire rien n'est achevé, tout reste à construire. Et effectivement, les choses ne sont jamais linéaires, et voilà, tout reste à construire pour votre génération. Vraiment, c'est fortement ancré dans ce groupe. Alors, régulièrement, quand je vais faire des inaugurations d'un magasin, d'un jeune, voilà, qui peut être éventuellement issu du commerce, alors c'est caricatural. Il y a les parents qui sont fiers de voir leur jeune entreprendre. Il y a le pépé qui, avec sa canne ou mémé qui est là, qui est fier de voir le petit-fils ou la petite-fille entreprendre. Moi, je dis que chaque génération a connu ses difficultés. Je pense que, alors, pour mes grands-parents qui ont vécu la guerre, là, je ne pense pas que la vie était beaucoup plus facile. Les commerçants qui n'ont pas su s'adapter, là, précisément dans les années 70, qui sont tous morts, hein, tous morts. Je veux dire qu'ils sont morts d'un certain conservatisme. Ils ont fait leur choix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye des différentes formules, mais on ne réussira forcément qu'avec des gens qui ont une très forte envie, souvent des gens qui ne sont pas des rentiers, mais tout est ouvert. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, mais je dis, c'était pas plus simple avant. C'était différent, mais pas plus simple. Gérer la guerre pour nos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, je ne suis pas sûr que c'était vraiment la chose la plus facile du monde. Les gens qui se sont enferrés dans un commerce hyper traditionnel, là, en refusant de lever la tête sur la puissance que peut avoir des groupements de commerçants et tout, non, c'était pas plus facile. Il y en a qui ont fait. Parce que ma grand-mère avait 86 ans, je lui ai posé cette même question. Puis il dit, ouais, j'ai connu des tas de piliers de bar qui allaient faire des choses et tout, ils n'ont jamais rien fait. Puis il y en a qui ont fait, voilà. Et puis de génération en génération, de siècle en siècle, c'est vrai ça. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui critiquent, qui disent, ah, moi aussi j'aurais pu le faire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ben oui, c'est vrai que moi je ne suis pas issu d'une grande école de commerce, je ne suis pas issu de la grande distribution qui a inventé beaucoup de choses, donc j'ai dû apprendre. Si je dois faire le total de mes échecs en nombre, ils sont largement supérieurs au succès qu'on peut constater aujourd'hui, sachant que la vie n'est pas rose. Hein. Enfin, la vie n'est pas rose. Voilà, il y a des difficultés, on les affronte au quotidien. Voilà, aujourd'hui, on revit. Là. J'ai lu ce matin, une petite revue de presse là, sur Internet, qu'un de mes grands collègues aujourd'hui est en train de débaucher dans le Nord 133 personnes. Pour moi, ça fait partie des très beaux modèles actuels. Pour autant, aujourd'hui, la crise de consommation que l'on vit, on doit l'affronter. Et on l'affronte. Aujourd'hui, la France reste un territoire de conquête pour les étrangers. L'Europe est le plus gros territoire de consommation du monde. Et je crois même avant même les États-Unis. Donc, les mastodontes visent l'Europe. Donc, il nous faut les affronter. Voilà. Et voilà, ça passera par quelques échecs, mais il faut les affronter. Si j'ai peur de la concurrence, vaut mieux que je change de métier.
Là, pour une entreprise comme la nôtre, on est plus dans le domaine de la recherche et du développement, c'est-à-dire des choses qui coûtent, sans qu'on sache vraiment ce qui va aboutir. C'est vrai qu'une partie, ce sont des budgets pour moi improductifs dans un premier temps. Il y a un certain nombre de jeunes salariés actuellement qui travaillent dans un bâtiment à côté. Aujourd'hui, leur productivité vraiment économique, elle est plus en devenir qu'actuelle. Alors bon, tout ça aura forcément ses limites, parce qu'à un moment, l'idée d'une start-up, c'est bien, de faire fortune en 6 mois, c'est bien. Maintenant, il y a une forme d'incohérence là-dedans. Une start-up ne peut pas rester toute sa vie start-up. Aujourd'hui, c'est une des perversions de l'économie où on voit des boîtes comme Amazon qui ont pris par exemple, ouais, et beaucoup de boîtes de la nouvelle économie qui n'arrêtent pas de perdre de l'argent. Amazon a gagné de l'argent cette année, hein, mais c'était la première fois où, pratiquement depuis 20 ans, où chaque année, ils engloutissaient entre 200 et 400 millions de dollars. Voilà, tout ça a forcément ses limites. Une entreprise n'a pas vocation à rester toute sa vie start-up. À un moment, alors, voilà, donc Silicon Bay est pour moi, on peut encore se le permettre là, c'est de la recherche et du développement, mais à un moment, il va falloir trouver. Hein. Voilà. Les chercheurs qui trouvent jamais, voilà, tout ça, ça a ses limites. Mais c'est vrai que le groupe Beaumanoir met pas mal d'argent quand même, là, sans un souci absolu de rentabilité, avec une difficulté à comprendre quel va être le modèle. Une société est faite pour gagner de l'argent. Sinon, je ne vois pas bien comment elle peut payer ses salariés. On est dans le tout financier aujourd'hui. On peut se dire jusqu'à quand. Et l'idée, effectivement, c'est de savoir, mais avec un spectre extrêmement large, qui n'est pas forcément lié au textile, du reste. Voilà. Typiquement à Saint-Malo, alors je ne suis jamais que le promoteur de 6 commerçants indépendants. Je retourne vers les commerçants indépendants. Pourtant, j'ai mis du temps à comprendre que quand ils sont indépendants, ils sont vraiment indépendants et que quelquefois c'est difficile à rentrer dans un minimum de discipline voilà, qui peut faire le succès. Mais là, on a fait un essai. Alors ça va balbutier, ça va être compliqué parce qu'on s'adresse à des indépendants. Mais idéalement, je voudrais que ces 6 commerçants dans l'alimentaire puissent progresser dans le service à la clientèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un monde pressé. Et moi je vois mes jeunes cadres en Chine, ils ne vont plus du tout sur le lieu de vente. Ils ont leur smartphone et commandent et passent le prendre dans un lieu donné où ils seront livrés. Voilà, c'est des jeunes cadres chinois qui dans les usages voilà, ont sauté une étape. Donc on va mettre Silicon Bay effectivement au service de ces commerçants-là. Faut-il qu'ils en aient vraiment envie et qu'ils en acceptent les contraintes de faire une préparation, livrer un point central et tout, pour que la vitesse de livraison, voilà. Et c'est le choix du consommateur à ce moment-là de dire, tiens, voilà, c'est du commerce quand même un peu premium. Voilà, si j'ai envie d'aller en boutique et de flâner dans la boutique, c'est moi qui gère mon temps. Si je suis un peu pressé et tout, voilà, l'épouse dit à son mari, tu passes. Là, on est presque dans le domaine du drive, mais du commerce de qualité. Enfin bon, il y a toute une recherche à faire là-dessus. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pas réussir? Ce sont d'excellents commerçants qui ont fait la preuve
de leur professionnalisme. Maintenant, il faut passer l'étape qui sera vraiment notre quotidien, sans doute dans moins de 5 ans. Sans doute dans moins de 5 ans. Mais c'est pas lié au textile. Bon, on le fait également dans les magasins avec l'e-réservation, le click and collect et tout ça. Mais je dis, c'est presque banal maintenant. Il y a 2 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, tout ce qui est... Il n'y a pas le produit en magasin, la vendeuse est sur sa tablette et peut vous commander quasiment instantanément le produit qui est manquant en magasin. Aujourd'hui, c'est devenu banal, quoi. Celui qui ne l'a pas, il est un peu en retard. Ils ont besoin de plus de coaching, ils ont besoin d'être plus encadrés. Quand je dis encadré, être dans un espèce de bouillon de culture, voilà, où ces jeunes-là pensent et brassent leurs idées et tout. C'est pas moi qui vais inventer les nouveaux usages, surtout. Les nouveaux usages. Voilà, je suis quelquefois surpris. Ouais, ils ont besoin de locaux gratuits, ils ont besoin ils ont besoin d'avoir un salaire, voilà. Or, on a besoin de la subvention, mais la subvention nous rend dépendants. Voilà, idéalement, c'est d'être leur premier client. Si leur fameuse idée trouve chez moi déjà une forme, chez moi ou ailleurs, mais ils ont plus besoin de clients que de subventions. Subventions, ça va mal, on se retrouve vers la collectivité publique, même si le truc est pas bon, ça rend tellement dépendant la subvention. Alors qu'un client, c'est exigeant. Hein. Un client, si vous lui donnez pas le service qu'il est en droit d'attendre, il vous engueule pas, il va ailleurs. C'est extrêmement basique. Donc offrir plutôt des clients à ces startups-là, voilà, dans un milieu relationnel, je pense que ouais, c'est ce dont, à mon sens, ils ont le plus besoin. Le problème aujourd'hui, c'est que, j'ai dit, il y a tellement d'argent qui s'évapore comme ça, et on a l'esprit quand même un petit peu perverti. Hein. Les gens qui trouvent des financements, sans gagner d'argent, ça échappe à ma logique. Ça fonctionne actuellement, mais ça échappe à ma logique. J'ai dit, ça peut pas durer. C'est essentiellement, oui. Il s'engloutit beaucoup d'argent aux États-Unis, oui, puissance 100 par rapport à ce que... Voilà, donc là, je suis en train effectivement de réfléchir. On me pousse à réfléchir à monter un fonds d'investissement dont je serai le premier investisseur. Bon, l'argent qu'on est capable d'y mettre, ça, aucune commune mesure avec les fonds américains. Peut-être que les Américains sont plus joueurs, je ne sais pas, mais j'ai dit, à mes yeux, une entreprise ne peut pas rester toute sa vie start-up. À un moment, ça aura une fin. Quand de valorisation en valorisation, qui ne correspondent à aucun retour sur investissement, là, à un moment, je dis, le raisonnement, il est pervers.
vrai que le travail est en train de changer, que le travail est en train de changer. Voilà, est-ce que les gens se mettent aujourd'hui auto-entrepreneurs parce que il y a de telles contraintes que c'est même plus un choix. Voilà, aujourd'hui les contraintes sociales font que faut être un peu fêlé pour vouloir embaucher. Hein. Faut avoir un optimisme. Voilà. J'ai eu l'occasion, j'avais été invité un jour à un dîner chez Christine Lagarde, et puis il y avait une nouvelle contrainte qui était tombée, gouvernement de droite hein, à l'époque, une nouvelle contrainte. Et j'avais eu l'occasion de dire à Christine Lagarde, heureusement que les jeunes de 25 ans, 30 ans ne savent pas les contraintes que l'administration nous file, sinon ils n'entreprendraient pas. Mais ça continue aujourd'hui. Par bonheur, l'être humain a sa dose d'optimisme. Voilà. Mais voilà, par bonheur, il y a suffisamment encore de gens fêlés pour entreprendre. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un différend avec mon père, qui vit toujours, et vraiment... Mais à ce moment-là, on a eu un différend qui a fait que j'ai monté ma première entreprise tout seul. Il m'a dit, oh, bah, attends, débrouille-toi, moi ton entreprise, j'y crois pas. C'était son droit. C'est le meilleur service qu'il m'ait jamais rendu. Hein. C'est le meilleur service qu'il m'ait jamais rendu. On était en mai 81, enfin avril-mai 81. Vous n'étiez pas nés les uns et les autres. Eh bien, les bons bourgeois pensaient que les chars allaient arriver dans Paris. Quand on allait voir un banquier, c'est une bonne idée, mais je préférais que vous alliez voir mon collègue. Bon, j'ai trouvé un banquier un peu joueur qui a permis de me financer à 17,65% quand même de taux d'intérêt. C'était un autre temps. Donc il fallait que je sois fêlé. Je n'étais pas raisonnable. Tous les conseils autour de moi, et les conseils autour de moi, c'était les conseils de mon père. Moi, je n'avais pas l'autonomie. Il a fallu une forme de coup d'État pour que je trouve mon autonomie. Donc je souhaite qu'il y ait toujours autant de fêlés dans votre génération qui dit, mais voilà, je crois à mon business. Voilà, je ne rêve pas. Je sais qu'il va falloir beaucoup bosser. Je dis, c'est par bonheur dans la nature humaine. Donc, c'est vrai qu'on ne facilite pas l'entreprise, mais il y aura encore beaucoup de contraintes. Il y aurait toujours des jeunes fêlés qui entreprendraient, heureusement. Question typiquement française. Il n'y a qu'un Français pour poser une question comme ça. C'est pas le rôle de l'État. Il n'arrête pas de le faire, mais ce n'est pas le rôle de l'État que l'État déjà supprime toutes les contraintes à l'entrée. Enfin, on est dans un monde totalement socialisé. Et puis encore plus, hein, quand je vois aujourd'hui les jeunes qui vont défiler dans la rue, bientôt ils vont défiler dans la rue pour que l'État gère leur convention obsèques. Avant même de rentrer au boulot, ils sont dans la rue. Je veux dire que on est dans un État dans un état d'esprit même, français qui est complètement socialisé. Toutes les réformes depuis 68, j'avais 20 ans, hein, même pas, enfin, depuis 68, je dirais, on est gouverné par l'UNEF. Tout le monde s'accorde à dire qu'en 86, la loi de Vaquet sur l'enseignement supérieur était une bonne loi. On a à Saint-Malo d'ailleurs un résiduel
de 86, l'élu au Parlement européen. Là, voilà. Ces gens-là, on les retrouve tous après dans des postes politiques qui ne servent pas à grand-chose, du reste. Mais donc 86, échec de la loi de Vaquet. 98, sur les réformes sur les retraites, les micros se tendent vers des gens qui sont sous la pluie, contents de faire 12 km à l'aller, 12 km au retour sur la pluie. Donc les micros se tendent où ils ont envie de se tendre. 2006, le CPE, qui était là aussi, je crois que c'est Moscovici qui à ce moment-là dit « Oh là, ça doit pas être très difficile de mettre les jeunes dans la rue ». C'était pas très... Et là, actuellement, je veux dire qu'on crée tous les freins, pour que la France s'appauvrisse. Ce week-end, le débat était de dire si en réalité la France avait reculé à la 6e place mondiale ou à la 9e place mondiale. Tout ça, c'est le fruit des errements de l'éducation nationale, tenus par l'UNEF. Aujourd'hui, ce n'est pas Tirole, prix Nobel de l'économie que vous entendez dans les radios, c'est un jeune mec de 17 ans qui fait des lois, qui gouverne. On est à l'envers, quoi. On est à l'envers. Voilà, votre génération devrait être dans la rue pour gueuler après ma génération et celle d'au-dessus. On a bénéficié de tout. De la sécurité du travail, de la liberté sexuelle. On a bénéficié. Mais c'est vous qui payez et vous ne dites rien. Mais vous devriez gueuler après les gens de plus de 60 ans. Vous vous trompez de combat, là. On a tout pris. Ma génération a tout pris. Et c'est vous qui allez payer. C'est tromper de combat, les gars, les filles. Attendez, les 68 arts, ils vous ont tout confisqué. Et il y a une forme, je crois à Saint-Malo, il y a un jeune communiste. Il doit être intelligent, ce garçon. Ça doit être un leader. Pour 18 ans, je ne le connais pas, je ne connais pas son nom et tout. Mais il doit être intelligent, ce garçon. Communiste aujourd'hui. Au nom du communisme, le chiffre médian, c'est 80 millions de morts. Et il y a encore du romantisme autour de ça. Je sais pas, je suis pas contre l'ultra-libéralisme, mais communiste. Comment on peut être communiste? C'est juste du romantisme. Moi, ma génération, c'est les gardes rouges, les machins comme ça, que j'étais à la fac à Rennes, il y avait le romantisme du maoïsme. C'était un monde merveilleux. C'est ce qu'on dit quand on a 20 ans et qu'on n'est pas de gauche, c'est qu'on n'a pas de cœur. Vous connaissez ça? Quand on a 40 et qu'on est encore de gauche, c'est qu'on n'a pas de tête. Si, au contraire. Simplement, il faut passer la rébellion là où elle doit être. Et pas la rébellion, je veux dire, la conséquence, c'est pas du tout négatif, c'est un constat. Mais rester comme ça, on va continuer à régresser. Mais je dis, ma génération a bénéficié de tout. Démerdez-vous. Arrêtez d'en appeler à... Démerdez-vous. Dans des sens vous avez de moins en moins de réelle protection et vous en réclamez et le mouvement est extrêmement pervers. Et on va pouvoir continuer à en discuter, mais le mouvement vous précarise au lieu de vous sécuriser, alors vous réclamez de la sécurité. Pas comme ça, certainement pas comme ça. Voilà, dans cette entreprise, on n'a pas assez d'étrangers. C'est fluide, il y a des gens dont on se sépare, qui rentrent, dont on se sépare.
Un Français, se séparer d'un Français, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Si c'est un étranger, beaucoup moins compliqué. Et en général, l'étranger, vous le retrouvez dans les 3 mois, il a retrouvé un boulot sans l'ombre d'un problème. Le Français, pendant qu'il peut être, tout le temps qu'il peut être au chômage, il est au chômage. J'ai des exemples. Hein. On a sorti un jeune, enfin, plus russe que français, il y a 1 an, dans les 2 mois, voilà, il a eu ses indemnités, enfin, dans les 2 mois, il avait un boulot. On a sorti un Colombien, germano-colombien. 1 mois après, il y avait du boulot. C'est la vie de l'entreprise, hein, il y a des gens qui rentrent. Un Français va pousser le chômage jusqu'au maximum. Et c'est un constat, hein, vive la liberté, chacun fait ce qu'il veut. C'est quand même un état d'esprit. C'est pas forcément lié aux nouvelles technologies. C'est comment, effectivement, que des gens puissent s'enrichir par eux-mêmes. Alors, l'auto-entrepreneuriat manque souvent peut-être un peu d'ambition, mais qu'est-ce qui se passe dans le groupe Beaumanoir aujourd'hui par rapport à ça? Le groupe Beaumanoir, je l'ai longtemps qualifié d'entreprise de service au service de commerçants indépendants. On mettait toutes les technologies, hein, informatique, logistique, achat. Aujourd'hui, je modifie un petit peu mon appréciation des choses. Il faut continuer à offrir du service aux commerçants qui nous font confiance. Mais dans ce monde qui change, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On continuera à réussir, non pas avec des rentiers, mais toujours avec des gens pauvres, qui ont envie de s'enrichir. Aujourd'hui, faire un magasin, même dans les petites villes, ça coûte très très cher. Un banquier, par définition aussi, là, n'est pas là pour prendre de risques. Un banquier est un commerçant qui vous prête de l'argent avec un maximum de sécurité. C'est son métier. Il ne faut surtout pas croire la publicité ancienne, le bon sens près de chez vous, conjuguant nos talents, voilà. Ça, c'est véritablement des conneries. On ne peut pas leur reprocher. Ils sont là, leur métier, c'est de prêter de l'argent et que ça leur apporte. Quelquefois, ils en perdent. Mais le but d'un banquier, en aucun cas, c'est de perdre de l'argent. J'ai connu des périodes extrêmement difficiles dans ma vie. Et au-dessus de ma porte de mon bureau, vous ne pourrez pas le lire parce que c'est à l'écriture invisible, c'est à l'écriture sympathique. C'est écrit « Un banquier n'est pas là pour te rendre service ». Jamais. Toutefois, il faut bien que les gens qui veulent créer leur entreprise, je veux dire, il faut leur donner des moyens technologiques, informatiques, achats et tout. Aujourd'hui, ils peuvent plus acheter leur magasin et ils peuvent plus l'aménager. Tu dois savoir ce que ça t'a coûté à refaire ton magasin. Voilà, donc aujourd'hui, on cherche des formules qui ont trait un petit peu à l'ubérisation, c'est-à-dire on va offrir tous ces services-là aux commerçants, mais on va aller plus loin, on va lui construire son magasin. Et on va lui filer donc une commission. Ça existe déjà, hein, j'invente rien. Sauf que maintenant, il faut, dans le gros Beaumanoir, compte tenu des magasins qui coûtent de plus en plus cher, et il faut trouver des gens de plus en plus dynamiques et tout, pour les gens de ma génération qui se sont enrichis, c'est fini. Ils ne peuvent plus se remettre en cause. Donc,
On est on est plus qu'en train d'étudier, on est en train de mettre en place des contrats avec des gens qui vont être quelque part auto-entrepreneurs, mais qui ne vont pas avoir la charge de l'achat du fonds de commerce, de l'aménagement du magasin. Ils vont avoir à gérer leur boutique. Comme un chauffeur Uber ben, gère ses clients. Tout l'amont, c'est Uber qui fournit les systèmes d'information et tout ça. Et là, actuellement, on y court. Après, à moi de savoir d'abord toucher les jeunes qui ont suffisamment la niaque pour ça, mais ils ne vont pas travailler 35 heures, ceux-là. Comme un chauffeur Uber ne travaille pas 35 heures, ou il a un métier à côté, mais il gère son temps comme il veut. S'il gère mal son temps, ça ne va pas le faire longtemps. Non, faut gérer le problème que ce type-là n'a pas les moyens d'emprunter à la banque, que la banque n'est pas faite pour ça, mais que les échanges entre les gens, qu'on appelle le commerce, ils continuent le commerce. Voilà, on aura toujours... l'homme est irrationnel. Sinon, on roulerait tous en... Quelle est la voiture la moins chère du marché, Dacia Si on était tous rationnels, voilà, on serait tous en costume Mao et en Lada. Par bonheur, on a notre capacité de rêve. Tout ça, c'est notre capacité à rêver les choses et de se voir la propre image que nous avons de nous-mêmes. C'est le rêve, c'est irrationnel. On veut nous mettre dans une rationalité. On veut nos politiques, nos communistes, puisqu'il en reste, veulent nous mettre dans une rationalité qui n'est simplement pas humaine. On veut nous interdire de rêver. Aujourd'hui, la société actuelle veut tellement nous mettre dans des cases, veut nous interdire de rêver. On n'empêchera pas l'être humain de rêver. D'avoir une image de lui-même il n'y a rien de pire que celui qui n'a pas d'ego, qui a une image tellement négative de lui-même, qu'il est suicidé, qui fait chier tout le monde. On ne souhaite pas ce monde-là, non? Donc, pour ce qui me concerne, et par rapport au groupe Beaumanoir, les technologies ne suffisent pas. Nous devons monter l'image de nos marques, alors que nous étions beaucoup partis, je dirais, sur un concept de distributeur pur et dur. Je vais être le moins cher, je vais être le moins cher, il y aura encore moins cher. On trouvera toujours moins cher. On trouvera toujours moins cher. Donc aujourd'hui, on doit valoriser nos marques, plus qu'on ne l'a fait valoriser nos clients. Un client doit être quelque part fier de sortir avec un sac de chez nous. On n'est pas Dior, on n'est pas Prada, mais on n'est pas Primark, qui est la négation même de l'image qu'on souhaite avoir de soi. Donc il y a un avenir pour moi, oui, avec le minimum de technologie, le minimum ou le maximum d'indépendance par rapport aux banques. Voilà, technologie, indépendance et valorisation de nos marques. Tout ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur de l'économie. Sauf que si on parle de l'agriculture, d'abord, on s'est fait bouffer quand même un petit peu par les Allemands, voilà, qui ont eu moins d'état d'âme que nous.
L'agriculture, le problème, c'est que quels que soient les... De mon point de vue, alors je parle devant un spécialiste, je peux me faire renvoyer dans mes 22, hein, mais personne gagne de l'argent dans l'agriculture. L'agriculteur qui fait du moins, voilà, qui paye pour travailler, le transformateur, dont les marges sont extrêmement courtes, le transformateur et le distributeur, qui est, selon le concept un îlot de perte dans un océan de profit, lui aussi, il ne gagne pas d'argent, parce que dès lors qu'il veut se mettre une petite marge, son concurrent va proclamer partout qu'il est largement le moins cher. Et comme on est dans la culture de la perte et du moins cher, je dirais que le distributeur au final, quelle que soit la marque, l'enseigne et tout, s'il n'est pas moins cher que son concurrent à 5 km, il est mort. Donc, on est plutôt dans une démarche de refonte complètement il ne s'agit pas d'accuser un tel. L'agriculteur perd 100, le transformateur gagne 1, et le distributeur, il gagne 1. C'est-à-dire rien, pas de quoi de payer personne. Personne ne gagne. C'est structurellement un modèle perdant. Donc, toute la stratégie là-dessus de valorisation Quand je parle de mes jeunes cadres en Chine, qui achètent sur smartphone, ne veulent pas acheter des produits chinois parce qu'elles achètent des produits chers. Je suis étonné du fric qu'elles mettent, souvent des filles, c'est pour ça que je dis elles, du fric, comme dire, voilà, la notion de marque et de provenance, de label, a pris une telle importance dans un pays où la sécurité alimentaire était nulle. Il y a des scandales en Chine permanents. Les filles, elles veulent pas acheter chez les Chinoises. Elles ont une telle méfiance de l'industrie alimentaire et de l'agriculture chinoise qu'elles achètent cher. Et là, pour le coup, le développement des marques, des labels, a toute leur importance. Alors, cache-cache en Chine, c'est McDo en France. Je m'explique. Comme notre valeur de marque est relativement faible, Zara, sa valeur de marque est extrêmement forte. Zara est extrêmement sélectif met beaucoup d'argent dans ses emplacements, dans des emplacements numéro 1. Donc on est déjà, dans le terme du propos, on est beaucoup plus, entre guillemets, populaire que les Espagnols. J'évite de citer mes grands concurrents. Et vous citez là le leader mondial, hein, le leader mondial. Donc quand je dis que cache-cache en Chine, c'est McDo en France, vous aurez noté que les produits, le hamburger, le Big Mac, c'est ça? Je ne suis pas un grand fan, mais il m'arrive quand même d'y aller. C'est le Big Mac chez eux. La viande vient de France, la salade vient de France, le fromage vient de France, il ne vient pas du Texas. Donc nous, en Chine, nos produits, c'est l'usine du monde, du moins c'était l'usine du monde, donc les produits sont typiquement chinois, avec un marketing français. Ronald, nous c'est la Tour Eiffel. Voilà. Donc effectivement, c'est un marketing français. On a attaqué la Chine non pas par le luxe, mais par quand même le mass market, ce qui était très audacieux. Très audacieux. Donc nous,
vous aurez noté que les fesses et les seins d'une Française ou d'une Arabe ne sont pas les seins et les fesses d'une Chinoise. Voilà, les conformations sont un petit peu différentes. Donc nous sommes, en termes de modélisme, extrêmement adaptables. On vient d'ouvrir là en Côte d'Ivoire, ben, les fesses des Africaines, c'est pas les fesses des Chinoises. Donc le modélisme sous l'enseigne cache-cache, avec un marketing français, on s'adapte en termes de modélisme. Nous n'avons pas cette puissance de dire on va imposer, nous n'avons pas. Donc on va s'adapter au marché local. On est en Arabie Saoudite. Voilà, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe sous la burqa. Voilà, il y a des vêtements extrêmement sexy, voilà, qui sont destinés au privé, mais il n'empêche que 20% de la collection est spécifique pour les pays arabes, c'est-à-dire un chemisier qui va couvrir le tiers de la main, une jupe plutôt longue qu'on ne vendrait pas en France. Mais ça fait aller entre 15 et 20% de l'offre qui est adaptée aux pays arabes. Voilà. On respecte leur culture comme on aimerait bien qu'ils respectent la nôtre ici en France. On va chez eux, on les respecte. C'est pas au programme, mais je dis pourquoi pas. Si dans nos banlieues parisiennes, là, c'est vraiment pas au programme. Mais non, c'est pas. J'ai loupé le rachat de l'équivalent d'un cache-cache pour les musulmans, pour tout le Maghreb, pour la Turquie et tout. Bon, il y a un fonds d'investissement qui a raflé la mise. C'était une mode assez pudique qui était. On n'était pas dans le voile, la burqa, le machin, des trucs comme ça. Mais voilà, les robes, ben, il y avait des manches, les cardigans, ça couvrait les fesses, les jupes étaient un peu plus longues. Rien de choquant, hein. Rien de choquant. Bon, j'ai loupé le rachat de cette boîte-là qui d'un point de vue axe commercial pour tous ces pays-là, c'est une très grande légitimité. Ça s'est pas fait. Non, moi je dis, je suis laïque, voilà, de culture chrétienne, vive la liberté, mais en entreprise, je suis laïque. Voilà. Après, je ne demande pas à quelqu'un que j'embauche, et j'en ai, s'il est musulman, ou orthodoxe, ou protestant, ou ça appartient vraiment à la sphère privée. Maintenant, si une femme vient en burqa ici, ça va pas bien se passer. Après, je dis, on est dans une entreprise féminine, donc l'émancipation de la femme, on n'y réussit pas toujours. L'égalité homme-femme, on n'y réussit pas toujours. Il y a du chemin à faire. On s'y attache quand même. Comme au foot. Foot, et voilà, je suis président de foot, il y a des filles qui veulent faire du foot. Voilà. Elles sont quand même à un très haut niveau national, et pour autant, elles sont économiquement moins bien indemnisées que les garçons. On a fait des progrès, là, en 3-4 ans. Beaucoup de progrès. Il y a beaucoup à dire. On peut te critiquer, hein. Mais ce qu'on fait, on l'a fait. Mais
effectivement, en sport, avant qu'en tennis, les filles soient rémunérées comme les garçons, il a fallu 30 ans. J'ai eu un petit différend cette semaine avec quelqu'un de la grande distribution. Et on était en discussion. Je vais essayer d'être le plus vague possible. On était en discussion. Et il m'envoie un SMS, mais il m'engueule. Moi, je lui demandais rien. C'est lui qui me sollicite. J'ai dit, dans la grande distribution, ils ont l'habitude de traiter leurs fournisseurs un petit peu comme des larbins. Voilà, il y a même des techniques d'achat dans la grande distribution pour. Et je dis, mais attends, moi je t'ai rien demandé, t'as pas besoin de me traiter comme un larbin. Et j'ai eu tort, je suis un peu vif, je n'oublie pas d'où je viens. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'il a gagné beaucoup de fric, il doit traiter les gens, même s'il est sorti. Ça ne veut rien dire, je n'oublie pas. C'est le comportement actuel qui est important. Le fait qu'on a une vague mémoire de savoir qu'on est parti d'un milieu social assez bas et qu'aujourd'hui, avec son fric, on traite les gens comme des larbins, je n'oublie pas d'où je viens, ça n'a pas de sens. C'est le comportement. Je me rappelle très récemment qu'un candidat en politique avait comme slogan « les valeurs ». Quand je regardais le type, les valeurs, c'était la domination, le mépris. Alors, quelles sont mes valeurs? Je méprise les gens. Les valeurs, ça veut dire quoi les valeurs? Une fois qu'on a dit j'ai des valeurs, c'est ce que vous faites qui est important. C'est pas ce que vous dites. Je dis on est irrationnel. J'ai 67 ans. Si j'étais raisonnable, je vendrais l'entreprise. Si j'étais raisonnable. Je ne suis pas raisonnable parce que je suis attaché aux hommes et au territoire. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que dans le textile, c'est difficile. J'ai lu, oui, ce matin dans la presse, je regardais si j'avais le truc au fond de la poche, une entreprise de Lille qui licencie 133 personnes dans le textile. Ouais, il y a un côté irrationnel, effectivement, à être attaché à Saint-Malo, qui n'est pas une capitale de la mode, tu l'auras remarqué. Voilà, on est attaché aux hommes et au territoire, et le groupe Beaumanoir a énormément embauché. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est à la tête, on est en haut de la courbe, et qu'on ne pourra plus embaucher comme ça. C'est clair. Si je vends à un fonds américain, par exemple, je suis sollicité. Les fonds font leur boulot. Il y a du gras. Oui, en termes de gestion, l'entreprise Beaumanoir n'est pas la meilleure gestionnaire du monde. Il y a vraisemblablement un peu trop de personnel. Voilà. À Paris, c'est plus central pour prendre des décisions. Si je vendais un fonds anglais, c'est souvent des anglo-saxons ou américains qui me sollicitent. Dans les 2 ans, il y a 100 personnes de moins ici. Dans les 5 ans, le siège est transféré ailleurs qu'ici. Donc là aussi, je suis sollicité. Je suis sollicité parce que j'ai dit, selon les canons de nos grands financiers, il y a de quoi, j'ai employé un mot horrible, il y a de quoi dégraisser. Voilà, donc j'ai plus envie, effectivement, de dire, ok, là j'ai été un peu fort ces 5-6 dernières années, il faut qu'on se développe dans un marché textile qui est baissier. Voilà, donc je vais plus m'interroger en créant un nouveau concept,
voilà, en fermant des petits magasins qui n'ont pas d'avenir et avoir une force sur nos marques qu'on n'a pas suffisamment. Je préfère mettre mon énergie là-dessus pour dire si je suis solide en France et j'ai du mal à rivaliser avec les 2, 3 plus gros opérateurs mondiaux, j'ai du mal, je ne cache pas, c'est pas... Voilà, il faut que je sois très solide en France pour partir véritablement me développer en Europe. Je ne suis pas suffisamment en Europe. L'Espagne, on y est moyennement. Le Benelux, on y est petitement. L'Italie, petitement. Voilà. Or, ça devient notre... L'Europe, ça devient notre territoire domestique. Mais à 67 ans, effectivement, c'est irrationnel. Donc j'ai dit, mais là, je suis en train d'embaucher un directeur général. Bon, en général, c'est des gens qui ont des belles cartes de visite. Hein, voilà, vous allez les chercher, ils sont bien où ils sont. Hein. Donc, c'est comme les footballeurs. Hein. Enfin, un peu de surenchère, quoi. Et quand la question est dit, et le siège, ça va vous sembler un peu irrationnel, mais mon précaré, c'est que on ne va pas sortir sans personne comme ça. C'est des questions neutres, ils n'en ont pas. Voilà, ils s'enquièrent sur la mentalité de la boîte, sur voilà, et bien à moi de choisir aussi quelqu'un qui est en phase avec ce que je pense. Je ne parle pas de valeur.